Quel moyen de transport pour le futur? Voilà la question d'aujourd'hui. Donc, une nouvelle loi est passée au gouvernement. En 2035, plus de voitures à combustion, donc voitures électriques. L'État a-t-il les moyens de mettre en œuvre sa loi? C'est plus un objectif imposé aux industriels, car ça pose pas mal de questions et de soucis au niveau des ressources. Euh, Personnellement, j'ai jamais été pour la voiture à combustion, tout simplement parce qu'elle pollue l'air. Pour des questions de lobby, c'est la voiture à combustion qui a été privilégiée. Mais vous voyez, quand un lobby, c'est pas durable, parce que c'est seules les meilleures solutions technologiques sont durables. Donc, pourquoi est-ce que la voiture électrique a une suprématie par rapport au moteur à combustion? C'est simple, c'est le moteur. Le rendement d'un moteur à combustion thermique, c'est 40% de perte d'énergie. Et donc du coup, il faut mettre un moteur 2 fois plus puissant. En plus, il s'use, il y a des frottements, et cetera. Bon, c'est sale, hein, faut dire ce qu'il est. Et le moteur électrique, ça dure 1 million de kilomètres, voire plus. Les roulements s'usent quasiment pas, s'ils sont bien dimensionnés. Il y a eu des progrès de faits par Tesla sur les moteurs, qui ont fait avancer beaucoup la science dans le sujet. Donc maintenant, les moteurs électriques ne chauffent plus. Ils sont capables de rouler autant à faible vitesse qu'à grande vitesse, avec du couple. Voilà, c'est les gros axes de progrès qui ont été faits et sans aucun doute, avec un rendement de presque 100, les moteurs électriques sont une solution technologique d'aujourd'hui idéale. Mais on a un petit souci, c'est pour alimenter ce moteur électrique de manière embarquée. Alors la solution avec les piles, on sait qu'on va épuiser les ressources de lithium, on le sait. On sait aussi qu'il y a des problèmes de recyclage, c'est compliqué. Et il faut recharger ces batteries. Donc construire 2 fois plus de centrales nucléaires pour charger les voitures. Et en ce moment, on est plutôt en train de les arrêter, les centrales, que de les construire. Il y a 7 centrales nucléaires ont été arrêtées. Donc, c'est pas les moulins à vent et les panneaux solaires magiques qui vont alimenter votre voiture. Parce que c'est quand même puissant une voiture. C'est 17 000 watts au kilomètre. Donc c'est plus puissant que votre compteur de maison, 2 fois plus. Donc forcément, si on vend un véhicule qui demande tant d'énergie, ben voilà. Donc après, dans les voitures électriques, il y a il y a l'arrivée de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il est hors de question de le faire exploser, hein. Même problème, hein, des problèmes de pollution. Dans le cas de la pile à combustible, l'hydrogène, c'est hors de question d'utiliser pour les mêmes raisons que la voiture à combustion, c'est-à-dire les fuites d'hydrogène constituent une pollution grave pour l'environnement. Les micro-fuites d'hydrogène inévitables, technologiquement inévitables, multipliées par 32 millions de véhicules en France, vont créer des nuages d'hydrogène dans lesquels les avions vont exploser dedans, etc. En plus de l'effet de serre provoqué par l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas à l'état naturel dans l'air. C'est un gaz qui ne se stabilise pas bien dans l'air. Il va chercher à s'assembler, à se transformer en eau. Donc voilà, pas de pollution de l'air. C'est la règle. Donc il ne reste plus que le moteur électrique et il nous manque un générateur électrique embarqué. Et des générateurs électriques embarqués, on en a plein au-dessus de la tête. Vous regardez la nuit les étoiles, vous êtes attentif, vous allez finir par en voir. Il y a des ovnis qui l'utilisent tous les jours. J'en ai vu 3 le mois dernier. Voilà. Et je vous explique comment fonctionnent ces générateurs de manière très sommaire, parce que le savoir n'a pas été transmis. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est des vortex de l'énergie du vide. C'est-à-dire, dans l'air,
on a des molécules, donc azote, oxygène, CO2, et ces molécules ne se touchent pas. C'est un gaz, elles se repoussent. Et la pression atmosphérique les rapproche, mais elles cherchent à s'expanser, à se repousser. Et entre les deux, il y a du vide. Et dans ce vide, il y a de l'énergie. Une immense quantité d'énergie, qu'on appelle l'éther. Cette quantité d'énergie, c'est la science de l'électromagnétisme, de l'antigravité et de toute cette science qui tourne autour des champs que l'on ne maîtrise pas bien, qui est en cours de développement. On a bien progressé, mais d'ailleurs, quand on a amélioré le moteur Tesla, on a utilisé des logiciels, le logiciel SolidWorks magnétique, qui permet d'améliorer les calculs des lignes de champ pour organiser. C'est pour ça que le moteur Tesla a beaucoup progressé, c'est grâce au logiciel de calcul SolidWorks. Ça a permis de faire des simulations et de gagner beaucoup de temps sur la conception des moteurs. Parce qu'il y a un phénomène d'hystérésis qui s'opposait au bon fonctionnement du moteur, qui a été résolu, enfin suffisamment bien pour avoir des bons moteurs. Donc en fait, ce qui nous manque, c'est un générateur d'énergie du vide. Il puise l'énergie dans le vide et il fournit l'électricité. On a besoin de puiser qu'une toute petite partie de l'énergie du vide pour alimenter un moteur. Et cette science-là, elle n'est pas transmise dans le grand public. Elle existe en rétro-ingénierie dans le domaine militaire. Je ne sais pas s'il maîtrise totalement la chaîne de production de ce principe-là. Si les matériaux ont été donnés par les extraterrestres, mais on n'arrive pas à les reproduire et qu'on n'en comprend que le fonctionnement, ou est-ce qu'on maîtrise la totalité? Ça, je ne le sais pas. J'ai étudié l'ufologie, l'information n'est pas disponible. Par contre, on sait qu'on a des vaisseaux, hein. Il y a le TR-3B qui est un vaisseau américain, un vaisseau OVNI américain. Voilà. C'est des humains qui les conduisent. C'est des vaisseaux triangles avec trois spots et un au centre, 3 spots lumineux. Donc il y a 1, 2, 3 générateurs antigravitationnels, plus le central qui permet de faire la propulsion. Alors 3 pour orienter et 1 au centre pour la puissance. Donc voilà, ce qui nous manque, c'est ça. Et pourquoi les extraterrestres, ils nous passent pas la totalité du savoir-faire? Et bien, en fait, c'est à cause du refus des gouvernements à faire le désarmement nucléaire. C'est la principale cause. Aujourd'hui, on va se retrouver à pied à cause de ces fous de guerre. Voilà. À cause du lobby de l'armement, très ancré aux États-Unis et qui déborde sur l'Europe. Et tant que ça n'est pas fait, tant que la population mondiale ne s'est pas pacifiée, c'est-à-dire une capacité à résoudre ses problèmes entre nations autrement que par la violence et le développement des armes de destruction massive, tant que ça c'est pas résolu, pas de transmission du savoir-faire complet sur ce type d'énergie. Résultat, en 2035, on va se retrouver à pied, quoi, ou en vélo. Alors, ou quelques-uns auront les moyens de se payer une voiture, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc aujourd'hui, 32 millions de véhicules en France. Si vraiment ils mettent en place vraiment ce modèle 2035, plus de voitures à combustion, et ben, une partie de la population va se retrouver à pied. Voilà, c'est ce qui va se passer. Ou en vélo. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai fait du vélo comme de la compétition de BMX très jeune. Enfin, très jeune, à l'époque, c'était en 1983. Donc c'était au tout début, donc j'ai commencé vers l'âge de 13-14 ans. Aujourd'hui, on commence à l'âge de 6 ans, même parfois 4 ans. Et donc, mais j'ai quand même développé une force musculaire adolescente qui me pérennise une force physique pour le futur, pour après, adulte, faire des kilomètres sans être trop gêné par l'effort physique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en vélo quotidiennement, en kilométrage? Pour quel coût? Pour quels inconvénients? Bon, le gros inconvénient du vélo, c'est le transport de charges lourdes. On ne peut pas déplacer des pièces encombrantes ou des charges. Le maximum qu'on peut déplacer, je pense, c'est 40 kilos. Il faut un sac à dos, des gants,
qu'on doit remplacer régulièrement. Les gants, ça s'use assez vite, c'est tous les 6 mois. Le sac à dos, si c'est des qualités, c'est tous les 2 ans. Mais puis un sac à dos, c'est assez cher. Faut changer les pneus. Les pneus, c'est pas très souvent. Les pneus, vous allez faire 6 000 km avec un pneu, normalement, s'il est bien choisi. Avec une chaîne, alors les chaînes, ça dépend de ce que vous faites avec votre vélo. Si vous faites des accélérations à fond tout le temps, comme parfois je fais, la chaîne, elle fait pas 6 mois. Si vous roulez gentiment, la chaîne, elle vous fait 2 ans. Ce qui se passe, c'est elle s'allonge avec le temps, et le pad de 12,7 n'est plus respecté, et comme le plateau est en pad 12,7, et ben, ça vous crée des jeux qui créent une usure prématurée des plateaux, et donc bah, il faut changer la chaîne, hein. À un moment donné, quand elle s'est rallongée de 1 à 2 centimètres, la chaîne, il faut la changer. C'est pas qu'elle risque de casser, c'est juste que ça abîme, ça fait des bruits, et puis ça abîme, les pignons et les plateaux. Les plateaux, ils sont mal dimensionnés en termes d'épaisseur, donc ils s'usent prématurément. Moi, j'en ai un spécial qui est en 1/8 de large, on appelle ça. Du coup, il s'use quasiment pas, mais c'est très difficile d'en trouver. C'est la marque Tree, qui est T-R-E-E, si je me souviens bien. Ils en font de temps en temps, une fois par an, ils font une production, et puis après c'est fini. Et puis vous n'avez pas forcément le nombre de dents que vous voulez. Et à l'arrière, il faut du pignon Shimano, qui est en acier trempé 200 kg, qui est la meilleure qualité d'acier qu'on trouve, mais qui s'use beaucoup moins vite que le plateau, faut reconnaître. Alors qu'il devrait s'user plus parce qu'il est plus petit, mais comme l'acier est meilleur, voilà. Le pignon, bah, je le change toutes les 2-3 chaînes, quoi, voilà, c'est tout, quoi. Et puis c'est pas cher le pignon. Le pignon, ça va pas, c'est pas cher. Les roulements, normalement, si vous êtes tout en roulement scellé, que vous avez bien choisi de matériel et que l'eau rentre pas dedans, c'est jamais vous les changez. Les pédales, souvent, on a des problèmes avec les roulements parce que c'est des roulements très fins, et c'est pas rare qu'on soit obligé de changer tous les 2 ans ou tous les ans les roulements. Ou les bagues, ça dépend. C'est pas facile à changer en plus. Voilà. Et combien, alors l'investissement d'un vélo, un bon vélo, c'est 2 000 €, faut reconnaître. Si vous voulez un vélo fiable, c'est 2 000 €. Donc c'est un investissement assez important. Et ce qu'il faut regarder dans un moyen de transport, c'est combien il vous a coûté, combien vous faites de kilomètres. Donc quel est le coût finalement au kilomètre par rapport à l'investissement et la durée de vie du vélo. Et vous allez voir que le vélo n'est pas très très bien placé par rapport à la voiture finalement. Dans la voiture, certes on met du carburant, mais on fait beaucoup beaucoup de plus de kilomètres, ce qui fait que le coût au kilomètre n'est pas très élevé avec la voiture par rapport au vélo finalement. Donc avec le vélo, on est quand même moins cher, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, et ce à cause du coût des pièces détachées très élevé, qui sont d'ailleurs abusives et conçues de manière un peu à usure prématurée, il faut quand même reconnaître. Il existe quand même quelques marques pour le vélo. Alors, pas vous pouvez faire 12 000 kilomètres, pardon, vous pouvez faire 3 000 kilomètres de vélo par an, c'est-à-dire c'est à peu près 12 kilomètres par jour, 5 jours par semaine, sans souffrir de séquelles, de problèmes de santé, et cetera. Voilà. Donc si vous avez une hygiène de vie, une alimentation qui n'est pas acidifiante, ça va très bien se passer. Après au-delà, bah, soit faut des vélos de route plus performants, qui permettent d'aller plus loin, de faire plus de kilomètres, parce que moi je roule en cruiser 24 pouces, pas de vitesse, donc c'est du 20 km/h de moyenne. Bon voilà, mais la portée, bon, je vais, à mon jardin, il est à 6 km, je reviens, c'est sympa, voilà. C'est super, le vélo, c'est super. Le vélo, alors il y a les chambres à air qui crèvent, alors ça, il y a une solution. Parce que quand ça vous arrive, vous rigolez pas, et puis si ça vous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le même mois, vous rigolez plus du tout. En fait, il existe des bandes Kevlar que l'on met dans le pneu, qui sont très légères, et c'est extrêmement efficace, qui font une largeur de 40 millimètres si je me souviens bien. Enfin, il y a plusieurs largeurs, il y a plusieurs, diamètres, et ça, c'est la solution anti-crevaison, par excellence. Après ça, même si vous mettez des pneus slick très, très fins, très, très légers, vous ne crèverez pas. Parce que sinon après il faut mettre des gros pneus lourds renforcés, c'est un tracteur que vous conduisez, c'est plus un vélo, hein.
Ça avance, ça avance pas avec des pneus lourds. Les pneus légers, c'est quand même vachement bien. Voilà ce que je peux vous dire sur le vélo, les capacités qu'on peut l'utiliser. Après si vous êtes à pied, bah, voilà. Alors l'inconvénient du vélo, ça dépend des vélos, mais moi clairement, on fait de la poussière de patins de frein ou de la poussière de pneus qui est polluant. La poussière de plaquettes de frein en principe, c'est pas plus polluant que ça, hein, pas plus que les voitures. Donc c'est juste que ça fait des particules dans l'air, mais ça finit par retomber, hein. Donc ça, c'est pas spécialement polluant. C'est minéral principalement. Voilà. Quand vous êtes en patin à frein, ben, vous usez vos jantes, ça a pas l'air. Mais les jantes, à un moment donné, tout l'aluminium est bouffé. Donc la poussière d'aluminium, c'est un polluant. Donc voilà, il vaut mieux avoir des freins hydrauliques. Il existe des huiles hydrauliques écologiques en cas de fuite qui pollueront pas l'environnement, hein. C'est utilisé pour tout ce qui est matériel agricole, de la vigne principalement. En cas de rupture de flexible hydraulique, ils ont des huiles végétales dans le système hydraulique. Oléfine, je crois que ça s'appelle oléfine, l'huile hydraulique oléfine. En plus, elle a pas d'odeur. Donc c'est à ça qu'on la reconnaît. C'est une huile hydraulique sans odeur, qu'on trouve dans les magasins agricoles. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour les moyens de transport vraiment écologiques. Et la voiture électrique, bah, aujourd'hui, c'est pas écologique. On ne pourra pas tous en avoir. On épuise les ressources des métaux de plus en plus. Bêtement d'ailleurs, hein, on les gaspille, hein. On change les carrosseries sans arrêt. Les carrosseries rouillent en décharge et puis on perd. Le fer, c'est pas le problème. C'est tous les additifs qu'il y a dans l'acier. Et c'est ces additifs-là qui sont en ressources faibles sur Terre. Résultat, au lieu d'avoir un acier à 80 kilos, on se trouve qu'un acier à 24 kilos avec lequel on ne peut pas faire grand-chose, quoi, parce que c'est un peu trop lourd, un peu trop fragile. Voilà, c'est ça qui va se passer avec l'épuisement des ressources. Le cuivre, d'après les calculs, il n'y en a pas assez pour faire et des éoliennes et des voitures individuelles. Donc il y a un sérieux souci. À ça, on va ajouter le problème de diminution de l'espace vital sur Terre avec le réchauffement climatique qui va créer des troubles sociaux. Donc ce générateur-là d'énergie libre finalement, extraterrestre, il n'est pas divulgué pour la simple et unique raison que les gouvernants refusent le désarmement nucléaire et le désarmement tout court. Voilà. Et donc si les extraterrestres transmettent cette science, ça permet à nos fous de guerre de faire des armes à plasma, à munitions inépuisables, ce qui fait des guerres aussi sans fin. Parce que souvent la guerre prend fin quand il n'y a plus de munitions, dans un des deux camps. Ouais, c'est tout bête. Et puis à mon avis, il y a un camp qui se rend. Voilà. Donc on gagne la guerre souvent en détruisant les munitions de l'ennemi. Mais avec des armes à plasma, les munitions ne s'épuisent pas. Donc la guerre en Ukraine qui va se terminer probablement en septembre ou en décembre, si si la Russie ne change pas son plan d'envahissement de l'Ukraine, si elle s'en tient à son plan d'origine, théoriquement en septembre c'est terminé. Mais si les Ukrainiens avaient des armes à plasma, eh ben, c'est une guerre qui n'en finirait pas. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est un cran au-dessus en termes de capacité de destruction. Donc les extraterrestres sont pas là pour nous aider à nous détruire. Ils attendent qu'on soit prêt au niveau de la conscience, au niveau social, au niveau organisation sociale, que quand on a des dirigeants qui dérivent, eh bien le peuple est capable de le neutraliser pour le remplacer par un dirigeant plus acceptable, mais que le dirigeant n'ait pas les pleins pouvoirs sur le peuple, mais qu'il y a un échange de rapports de pouvoir équilibré et raisonnable. Voilà, ça n'existe pas aujourd'hui dans nos sociétés et c'est une étape nécessaire pour qu'on puisse être reconnu comme suffisamment évolué pour pouvoir accéder à des technologies non polluantes et illimitées que l'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a juste de la rétro-ingénierie qui est fait dans les bases secrètes militaires.
et vu que pour, apprendre à comprendre un peu comment ça marche, mais il y aura pas de production série, pour le moment. Donc on a une impasse avec les batteries, on le sait, hein, la batterie magique, on l'a pas. Donc on a pour le moment que la seule batterie qu'on a qui marche bien, c'est le lithium et le lithium, il n'est pas inépuisable sur terre, pas bien recyclable, très polluant, que des problèmes quoi, voilà. Alors les piles à eau de mer, tout ça, bon, bah, ça marche mal, donc quand ça marche mal, ben, c'est pas viable et puis le retour au cheval, ben, non plus. Pourquoi? Bah, parce qu'on est devenus trop nombreux sur terre, pas assez de pâturage, et puis un cheval, bah, ça marche 20 kilomètres et puis après c'est fini, hein, ça prend sa pause, hein, et puis ça va brouter, hein, sinon il tombe malade. C'est des ruminants, ils ont besoin de sans arrêt brouter. Donc le cheval, c'est pas une solution non plus. Un bon coureur de fond, heu, c'est équivalent à un cheval en fait, hein. Donc un tri ceux qui courent 40 kilomètres en très peu de temps là, voilà, vaut mieux courir en gros. Par contre le cheval peut porter des charges un peu lourdes, c'est vrai. Donc on fait une croix sur, voilà, vous voyez sur quoi on fait une croix? Vous voyez vers quel problème on se dirige, en 2035? Est-ce que le gouvernement va prolonger, les voitures, thermiques ou est-ce qu'il va nous mettre tous à pied ou à vélo? Et le problème, c'est que les grandes villes, bah, sont pas adaptées au vélo parce qu'elles sont trop grandes. Souvent les gens qui travaillent parcourent des distances, supérieures à 12 kilomètres par jour. Donc il y a rien qui est organisé pour la vie, à vélo, c'est-à-dire des petits déplacements avec beaucoup d'autonomie alimentaire, énergétique, et qui nécessitent pas des grands déplacements. Voilà. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'on ne connaît pas trop, les effets sur la santé des générateurs à énergie libre extraterrestres. Il y a aussi toute une science, comment on se protège de ces champs magnétiques produits par ces systèmes. Donc là, on a des témoignages en extraterrestres, qui sont pas très satisfaisants à ce niveau-là. Des gens qui ont vu des vaisseaux extraterrestres. Alors, la petite différence, c'est que nous, on a besoin que du générateur à énergie libre, pas du système antigravité pour le moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire des logiciels anti-collision. Bon, ils travaillent sur les voitures autonomes en ce moment, ils y travaillent dur, mais on ne sait pas encore faire. Et tant qu'on n'est pas capable de maîtriser l'anti-collision, s'amuser à faire des voitures anti-gravité, c'est pas prudent. Ça peut s'avérer très mortel. Et apparemment l'antigravité, c'est un peu plus compliqué qu'on croit, mais ça nécessite souvent des vaisseaux un peu plus gros qu'une voiture. La plupart des ovnis qui ont été vus, dans ceux qui sont les plus petits, ils sont souvent d'une envergure de 12-13 mètres de diamètre, pour, très peu d'occupants, hein. Donc la machinerie, il prend pas mal de place. Donc il y a quelques ovnis beaucoup plus petits qui ont été vus, mais c'est vraiment, en quantité minoritaire. Donc voilà, donc c'est pas gagné, hein. Vous voyez, c'est très compliqué, finalement et bah, on risque, d'entrer en effondrement, de société, en fait, si on n'évolue pas et la sagesse et la conscience sont les 2 voies à suivre. Alors c'est sûr qu'avec, la télévision, les médias, le bourrage de crâne, les mensonges, motivés par l'intérêt de l'argent et cetera, on file mauvais coton, hein. On n'est pas du tout sur la voie, hein. Donc je connais pas le futur, mais il s'annonce assez sombre. Donc aujourd'hui, pour information, moi depuis 2 ans, j'étudie les marchés financiers, par contrainte en fait, pas par choix, hein. C'est parce qu'ils ont changé les lois bancaires, donc du coup, bah, si je dis: «S'ils changent les lois bancaires», bah, maintenant c'est moi qui vais faire la banque, hein, parce que vu qu'ils peuvent se servir sur vos comptes, quand ils en auront envie, hein, forcément, si c'est ça les règles, pourquoi on leur donne notre argent? Parce qu'en fait, on prête son argent à la banque, hein, faut le savoir. Mais il est pas obligé de nous le rendre. Voilà, les lois ont changé, donc les règles ont changé, donc vaut mieux sécuriser son argent soi-même maintenant, c'est très compliqué.
Mais l'intérêt d'étudier la finance, c'est qu'on est courant de pas mal de choses 6 mois avant. C'est un peu les médias du futur. Et en ce moment, la bourse s'effondre assez sérieusement, avec beaucoup d'inquiétudes, plus que d'habitude. Et ça présage que à la rentrée de septembre, on ait beaucoup de troubles sociaux provoqués par l'hyperinflation, hein, voilà, il faut dire ce qui est. Alors, je vais vous dire, la vraie inflation, c'est quoi? Aujourd'hui, le franc, enfin l'euro, est passé de 1,24 € à 1,05 €. Ça, c'est 20% d'inflation sur tous les produits exportés en dollars. C'est-à-dire le pétrole est en dollars, les matières premières sont en dollars et les produits finis provenant des États-Unis. Apple, et bon, voilà, toutes les technologies qui viennent des États-Unis, qui sont quand même assez importantes. Tout ne vient pas de Chine. Et donc voilà, on se prend 20% d'inflation. Plus l'inflation qu'on nous déclare, qui est faussée, qui ne prend pas en compte l'alimentaire et l'immobilier, qui sont les deux piliers principaux du coût de la vie. Voilà, c'est des points qui sont fortement atténués dans le calcul de l'inflation. Et donc en fait, la vraie inflation, c'est 20 plus 15, hein. Voilà, c'est la vraie inflation, c'est 15% plus 20 de dévaluation de monnaie. Donc là, en un an, on a pris 35% d'inflation, de perte de pouvoir d'achat, à peu près. Alors peut-être vous allez me dire, non, c'est pas 15, c'est 10. On va les avoir, hein. Si on les a pas encore, on va les avoir. Et la dévaluation encore renforcée. Et au pire, l'euro s'effondre parce qu'en ce moment, l'Italie a un problème de taux d'intérêt trop différent de celui de l'Allemagne. La BCE doit résoudre le problème. Elle a commencé à le résoudre. Puis si elle ne résout pas le problème, l'euro explose. Si l'euro explose, la monnaie s'effondre. Donc toutes vos économies ne valent pour rien. Même les riches sont pauvres. Voilà, c'est le Liban. Donc évidemment, on ne veut pas ça, bien sûr. Voilà, en ce moment, ça va disons que ça va de moins en moins bien. Les décisions des politiques sont de plus en plus incohérentes. Ils ont investi des millions sur l'hydrogène, sachant que ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir du tout. Parce que par définition, c'est polluant. Voilà. Polluant et dangereux. Donc, on les connaît, ils sont doués pour faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils ont choisi le métier de travailler dans l'État. Parce que comme ils n'auraient pas été capables d'être bons ailleurs, ils sont nuls dans le seul endroit où on les accepte. Et c'est eux qui nous dirigent. Et en plus, il y en a qui votent pour eux, qui acceptent de leur donner le pouvoir. Voilà. Donc, c'est comme ça. Là, c'est un défaut d'organisation sociale, en fait. On ne met pas les meilleurs d'entre nous au gouvernement. On met ceux qui sont pas capables de réussir dans le privé. Et puis, voilà les dégâts. Donc tout ça fait que on est en impasse aujourd'hui technologique, énergétique et ressources minières et réchauffement climatique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens se plaignent du réchauffement climatique, mais sachez une chose, c'est qu'on est on n'est pas en ère glaciaire. Et l'ère glaciaire, c'est beaucoup, beaucoup plus mortel. Parce que quand on est à l'ère glaciaire, il y a très, très peu de surface habitable sur Terre. Alors que quand on est en réchauffement climatique, c'est la période où la surface habitable est la plus grande. Voilà. Et ça, faut le savoir. Et après un réchauffement climatique, on entre après dans l'ère glaciaire. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que l'agriculture, c'est pas possible, tout est gelé, enfin, etc. Vous voyez bien la difficulté qu'il y a à se nourrir l'hiver et aussi les très nombreuses maladies liées à l'absence de consommation de fruits frais non disponibles, devenus plus rares. Voilà. Donc sur une ère glaciaire, on va vers beaucoup de maladies, réduction du territoire. Bon, là, on va aller vers une réduction du territoire, mais pas aussi importante que si c'était l'ère glaciaire. Et par-dessus le marché, en plus, on est en ce qu'on appelle en permutation des pôles. Alors ça dure 1000 ans à peu près, le cycle, donc c'est quelque chose de très lent. En ce moment, les pôles cherchent à s'inverser. C'est un phénomène qui va prendre 1000 ans à peu près, des fois plus.
Des fois, c'est 26 000 ans, enfin, mais souvent, c'est 1000 ans. Et pendant cette période-là, il y aura plus de problèmes, tremblements de terre, tsunamis, volcans, pollution par les volcans. Il y a un volcan qui est en éruption, ça pollue énormément. Bien plus que toutes nos automobiles. Heu ça pollue dans un premier temps et après ça apporte la vie. C'est un petit paradoxe du volcan, c'est que c'est lui qui apporte la vie, mais au départ, il pollue beaucoup. Voilà, tout ça vient en même temps. Donc c'est vous dire à quel point on a besoin d'une aide extérieure à la planète pour s'en sortir. Et le seul moyen, bah, c'est le moyen le plus rapide de s'en sortir aujourd'hui, c'est d'aller vers une société d'équilibre social et d'aller vers la sagesse et la conscience. Voilà, c'est très clair. Si vous étudiez l'ufologie, vous allez trouver ces informations que je suis en train de vous donner à travers des témoignages, et des gens qui sont en contact avec eux et c'est pas des contacts bidons, hein, c'est vraiment des témoignages, qui leur sont arrivés, c'est vrai. Et puis ceux qui croient pas aux extraterrestres parce qu'ils les ont jamais vus, parce qu'ils ont jamais vu d'ovnis, eh bien, il faut faire l'effort de regarder tous les soirs les étoiles et vous finirez par les voir et c'est facile, hein, de faire la différence entre un astéroïde, une étoile filante et un ovni. C'est que les ovnis, ils s'éclairent très fort, comme si on prenait en photo. Après ça réduit et ça se déplace. Voilà et c'est tout. C'est quand le système de propulsion magnétique se déclenche, ça crée un plasma autour du vaisseau, très lumineux et on le voit se déplacer. Les étoiles se déplacent pas, hein. Et les étoiles filantes vont beaucoup trop vite pour être confondues. Après, faut pas confondre ça avec les satellites, hein, évidemment. Parce que les satellites vont tout droit. Voilà, c'est pas les ovnis, ils vont pas tout droit. Et les ovnis, ils se déplacent, ils s'arrêtent. Ou ils étaient arrêtés, ils sont déplacés. Voilà. Alors que les satellites, ils sont tout le temps en mouvement. Voilà. Starlink, vous le reconnaissez bien. À la queue leu, je les ai vus le mois dernier. Voilà, c'est facile. De toute façon, si vous avez un peu l'habitude de regarder le ciel, quand il y a une étoile qui est pas à sa place, c'est que vous le vous la fixez longtemps et vous allez peut-être voir qu'elle se sent observée et puis elle va se dire, «Pour des raisons de sécurité, je vais me cacher, je vais me déplacer». Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à les voir. Mais quand vous en aurez vu, vous croirez davantage ce que je dis. C'est normal de ne croire que ce qu'on voit, hein, c'est la logique humaine. Mais ça existe. Sur BFM TV, vous avez des témoignages, 2 fois par semaine pendant plus d'une heure, et vous voyez le nombre de gens qui témoignent, c'est considérable. Voilà. Donc si on veut nier le phénomène, bah, c'est qu'on veut aussi ne pas l'étudier et que ça nous fait peur intérieurement, la peur de l'inconnu. Mais alors il y a des extraterrestres, c'est sûr, on n'a pas envie de les rencontrer, hein, comme les grilles, les mantes religieuses, hein, c'est les mantes et puis les reptiliens, ces 3 là, on n'a pas envie de les rencontrer. Les autres, ils sont pas mal, hein. Les autres, ils sont sympas, hein. Mais voilà, donc bah, réfléchissez à ça, parce que quand vous votez, bah, ça a plus d'importance que ce que vous croyez. C'est vrai qu'on nous présente des acteurs, des guignols, c'est vrai. Des gens qui ont pas vraiment Mélenchon, par exemple, il a jamais travaillé de sa vie et c'est un militant, depuis toujours. C'est pas un scientifique, c'est un littéraire. Alors, les maths, c'est pas trop son truc. Voilà, s'il est pas secondé, s'il accepte pas de confier ça, à des gens, s'il est pas trop dans l'orgueil, s'il accepte ses faiblesses, ça se passera bien. Sinon, bah, ça va partir à la déroute. Ça va être encore du n'importe quoi. Ça va être les écolos bobos avec les moulins à vent et les miroirs magiques. Voilà ce que ça va être. Alors dans le solaire, il y a un truc qui marche très bien, c'est les capteurs solaires pour chauffer l'eau. Ça marche super. Rendement 80, c'est top. Là, oui, mais les photovoltaïques, meilleur rendement, alors quand vous achetez le panneau, les meilleurs, c'est 24, mais derrière ces 24 de rendement, vous rajoutez les pertes électroniques qui tombent en panne d'ailleurs, parce que l'électronique, ça tombe en panne et ce qui coûte cher dans le solaire, c'est pas le panneau, c'est tout ce qu'il y a derrière et en plus, ça tombe en panne. Donc les batteries, ça tombe en panne, les onduleurs, ça tombe en panne et puis en plus, il y a une durée de vie, hein, ça tombe en panne assez vite, les onduleurs
Les nodulaires, ça tombe en panne. Après, les régulateurs de panneaux solaires, c'est assez fiable ça. Mais c'est 15 ans, quoi, voilà. Et puis après, on fait quoi? On finit, on revient à la bougie. Voilà. Le recyclage des panneaux solaires, on ne sait pas trop faire, c'est pas trop facile. On ne propose que des solutions à la con en fait, hein. Faut reconnaître ce qui est à un prix fou et qui sont pas fiables. Et voilà. Et puis le projet ITER, bah, c'est mal barré. Ça a mal démarré, c'est le bordel. Ils sont loin d'y arriver. Et en plus, c'est dangereux. Parce qu'il y a du lithium dans la paroi de refroidissement. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Voilà, si jamais la paroi perce, pollution au lithium, le gaz s'évapore, enfin, les eaux sont polluées, on peut plus boire, on peut plus rien. Faut pas qu'il y ait d'accident, hein. La faiblesse, c'est le système de refroidissement. Ça va pas faire une explosion radioactive, etc. Mais si jamais le plasma vient à percer les systèmes de refroidissement, c'est la catastrophe. En plus, c'est dangereux. Voilà. Donc, ITER, reproduire le soleil. Et puis alors, il y a d'autres phénomènes, c'est que s'amuser avec des champs magnétiques aussi puissants que ITER, ça affecte forcément le champ magnétique de la Terre. Donc la stabilité à se protéger des vents solaires, le déséquilibre des forces intérieures de la planète. Quand ils utilisent le grand centre de recherche là, pour de centre de l'accélérateur de particules là, sous la Suisse, là, bah, il y a des phénomènes sismiques qui se produisent. Voilà. Ils en parlent pas trop, mais voilà. Et donc la solution, c'est d'avoir des petites énergies bien réparties, individuelles, par maison, par voiture, en énergie libre, non polluante, etc., compatible avec la biologie humaine, bien sûr, et la vie. Pas des champs magnétiques qui donnent le cancer, bien sûr. Donc c'est tout ça. Voilà. Donc l'avenir, c'est ça. Et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et les extraterrestres sont la solution. Et si on fait des efforts de société, on pourra communiquer avec eux et échanger et évaluer. Sinon, terminé. Game over. Voilà, voilà. Alors là, il y a eu des sociétés humaines qui ont disparu par le passé, on le sait, hein, les archéologues non menteurs le savent. On ne connaît pas vraiment les causes de disparition des civilisations. On ne sait pas si c'est des guerres, on ne sait pas si c'est des problèmes climatiques. On ne sait pas. C'est arrivé 5 fois. 5 civilisations humaines ont été détruites sur Terre, ont eu accès à un niveau de technologie élevé, et tout a disparu. Et on ne sait pas pourquoi. Forte présomption que ce soit climatique. Que en fait, on vit sur une planète avec un cycle qui est un peu instable et notre soleil aurait tendance à détruire la vie périodiquement en fait sur la Terre. Environ tous les 5000 ans. Le chiffre est sûrement faux, mais au moins 5000 ans en tout cas. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est l'inversion des pôles qui provoque la destruction des civilisations. On ne sait pas si c'est un vent solaire très puissant. On ne sait pas si c'est. On sait rien, quoi. En fait, là-dessus, on sait rien. Le temps a effacé les traces du passé. Les extraterrestres connaissent notre histoire, parce qu'ils viennent sur Terre depuis très longtemps. Donc ils connaissent notre histoire. Mais nous, on ne la connaît pas. Voilà. Et donc, en fait, les réponses se trouvent beaucoup, beaucoup dans l'ufologie. Mais il ne faut pas tout prendre dans l'écologie, hein. Dans l'ufologie, les réponses sont dans l'ufologie, mais il ne faut pas tout prendre, hein. Surtout, pareil, tout ce qui est hypnose, tout ça, c'est là que c'est le plus imaginaire. Et puis, il faut trier le bon grain du mauvais grain, parce que dès qu'il y a un intérêt financier, bah, il y a possibilité de mensonge. Voilà, ou de déformation de la vérité, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre que les témoignages sincères où il n'y a pas conflit d'intérêt.
Et là, vous pouvez trouver toutes les informations que je viens de vous dire, en fait, que je vous résume. Et puis aussi, même quand au niveau de la science, hein, si vous vous intéressez à la science et à toutes les sciences qui existent sur Terre, mais vous allez voir que là où on a le plus d'espoir, c'est vraiment dans puiser l'énergie du vide, hein. C'est vraiment là qu'on a le plus d'espoir. Mais on en est loin. On en est plutôt loin. L'antigravité, on commence à comprendre. Mais les générateurs à énergie libre et puiser l'énergie du vide, ça, on est encore loin. On débute. On débute et la transmission du savoir ne sera pas faite. Et puis ça implique aussi d'avoir des nouveaux matériaux, des supraconducteurs par exemple, à température ambiante. Ça on ne fait pas, on ne sait pas faire encore. On sait faire à moins 200 degrés. Je crois que le supraconducteur le plus performant sur Terre, c'est à moins 30 degrés. Donc voilà, il faut que le courant puisse circuler dans les fils sans résistance. Ça, c'est indispensable. Des choses de ce genre-là. Donc on a encore du boulot, beaucoup de boulot au niveau technologique, ce qui fait qu'en fait, le mieux que puissent faire les sociétés aujourd'hui, c'est de remettre en route la recherche et développement sur les points aussi précis que ceux que je viens de vous dire, c'est la recherche dans le domaine électromagnétique, antigravité et tous les matériaux qui n'ont pas de résistance électrique, enfin voilà, des choses comme ça. C'est vraiment là qu'on va pouvoir exploser et trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, sachant que l'autonomie reste, c'est-à-dire diminuer nos besoins technologiques, reste la meilleure solution pour durer. Et pour ça, on est obligé de passer par l'autonomie. Alors apparemment, d'après Pierre Jovanovic, depuis 10 ans, les gouvernements s'acharnent à essayer de détruire l'autonomie des gens par des lois. Je vais vous en donner un exemple que je connais bien, c'est les puits. Les puits, il est interdit de construire un puits à moins de, je crois que c'est 33 mètres, si je me souviens bien, 33 mètres d'un assainissement et d'une maison individuelle et de la route. Ça commence à faire beaucoup, ça veut dire qu'il faut pas de voisins ou alors il faut un très grand terrain. Parce que si vous calculez, 30 mètres, 30 mètres d'un côté, 30 mètres de l'autre, ça commence à être, ça fait un sacré terrain, quoi. 2000 mètres carrés, c'est même pas suffisant. Donc voilà. Il y a les taxes, à partir de 5000 mètres carrés, vous commencez à avoir des taxes sur les terrains. Des fois, c'est plus que 5000, ça dépend, hein. Mais voilà, quand vous avez très grand, ils taxent les terrains. Donc je pense qu'au moins cette loi sur les puits, là, c'est soi-disant pour protéger la qualité de l'eau, mais quand on voit ce qu'ils en font de la qualité de l'eau, l'État se contrefout de la qualité de l'eau, faut dire ce qui est. Ils sont incapables de gérer l'eau. Ils n'ont jamais été capables de gérer l'eau. Quand moi je vois depuis tout petit, avant je me baignais dans la rivière. Le jour où ils ont mis tout à l'égout, c'était terminé. Si on allait dans la rivière, on ressortait avec des boutons. Après, ils ont mis des stations d'épuration au niveau des rivières. C'était moins pire. Mais ça n'a pas été, ça s'est pas revenu à l'état initial. Un problème d'odeur, des algues, et puis toujours les boutons. Donc voilà. Donc, puis alors, le problème, c'est que les stations d'épuration, bah, c'est tous les produits chimiques pour que les maisons soient très propres. Voilà, par exemple. Alors qu'une maison lavée à l'eau, elle est propre, hein, mais on vous dit qu'il faut être plus propre que propre. Mais plus propre que propre, c'est sale. Voilà, donc les produits ménagers, tout ça détruit l'eau. Et la pollution de l'air détruit l'eau, etc. Les pesticides, etc. détruit l'eau. Après, il suffit au niveau gouvernemental, ils s'amusent à changer les chiffres pour dire que c'est acceptable, potable, mais c'est pas vrai. Et quand un cours d'eau est trop pollué, ils le sortent de la carte des cours d'eau. Comme ça, il est plus répertorié. Comme ça, on n'en parle plus. On cache la misère sous le tapis. Voilà. Donc là, c'est pas sérieux, quoi. Ceux qui gèrent le mieux l'eau, c'est peut-être Evian, l'usine Evian, etc.
qui protègent vraiment, qui essaient de protéger des territoires entiers, mais comme ils ont des territoires quand même limités, ils souffrent quand même de la pollution de l'air qui va transporter la pollution sur les lieux qu'ils protègent. Et du coup, bah, parfois, on retrouve des pesticides dans les eaux de bouteilles, etc. Donc voilà ce qui se passe avec les gouvernants. Donc, plus on leur donne du pouvoir et moins ça se passe bien, en fait. En gros, c'est ça. Que ce soit pour la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la recherche scientifique, tout, quoi. Alors c'est sûr que la recherche scientifique, ça n'a pas de rendement, ça n'a pas de bénéfice. Donc c'est vrai que ça a besoin d'être fortement subventionné, soit par des industriels, soit par l'État, c'est vrai. Donc c'est ce qui implique qu'en fait, il faut qu'on ait une société qui soit basée sur la sagesse et l'intérêt, du peuple et non sur, l'intérêt des dirigeants. Voilà. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, les oligarques, c'est l'intérêt des dirigeants, c'est pas l'intérêt du peuple. Donc Macron, qui est réélu, hein, le peuple n'a pas compris que, à cause des médias, hein, à cause des médias, le peuple n'a pas compris que, Macron, était au service de son intérêt et de ses amis, les industriels, les riches, les proches, mais pas l'intérêt du peuple. Alors, je vous explique, qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un bon démon. Et c'est quoi un démon? Alors, un ange, c'est un créateur de vie, et un démon, c'est un destructeur de vie. Un ange, c'est le plaisir de la vie, et un démon, c'est la souffrance de la vie. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais si un démon paraît un démon, les gens bien vont détruire ce démon, parce qu'on le voit qu'il est démoniaque, quelqu'un de mauvais, ils vont le détruire. Mais si à l'inverse, ce démon, un bon démon, digne de son nom, qui perdure, paraît angélique, donc tout le discours politique est toujours angélique, toujours, et par derrière, ils font le contraire. Ils détruisent l'intérêt du peuple, ce qui a un côté démoniaque, quoi. Donc, c'est un côté autodestructeur des sociétés, en fait, juste par cupidité d'intérêt personnel, ou incapacité à servir l'intérêt des autres, c'est les deux. Donc en fait, c'est quand le peuple vote, il vote toujours pour des anges, des gens qui vous vendent que de bonnes choses pour vous. Ils vous le vendent tout le temps. Et chaque fois, les gens à chaque élection, les gens votent pour ce modèle dit, mais ils votent pour les paroles et non pour les actes. Et ils oublient les actes du passé grâce aux médias et revotent à nouveau pour leur propre bourreau. Et le système, on n'en finit pas. Alors, il n'y a que 2 pays pour le moment qui sont sortis, c'est l'Islande et la Suède. Voilà. Qui se sont débarrassés de leurs mauvais éléments. Ils ont mis tous les 2 pays, ont mis leurs banquiers en prison, leurs politiques corrompus en prison, et hop là, ils ont mis tout ça au gnouf et ils ont remplacé et maintenant ça marche. Voilà, faut en passer par là. Et tant que tout le monde fait pas ça, tant que tout le monde fait pas le ménage dans son pays, dans le monde entier, eh ben, on s'en sortira pas. Alors, bon, je comprends bien qu'il y a des pays où c'est plus compliqué parce qu'il manque de tout. Il manque d'eau, il manque de ressources, il manque d'argent. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pays où on fabrique l'héroïne. C'est un pavot, c'est un genre de pavot. Et en fait, c'est dans les pays arabes où il fait très chaud, où très peu de choses poussent. Et en fait, c'est la seule plante qui arrive à pousser dans la région, c'est ça. Et alors, le gouvernement a essayé de supprimer cette culture de pavot qui finalement fait l'objet de plaintes de nombreux dirigeants de nombreux pays. Et forcément, sous la pression des pays voisins, ils ont essayé de faire obstruction à la culture du pavot. Alors, ils ont mis en place leur système, donc les paysans se sont pliés aux exigences du gouvernement, mais les paysans se sont révoltés contre le gouvernement avec violence, armes, parce qu'en fait, sans la culture du pavot, ils crèvent de faim. Rien ne pousse dans leur pays.
Alors c'est sûr, si on veut faire de l'agriculture dans un pays, qui n'est pas favorable à l'agriculture, bah, voilà, ça se transforme en culture démoniaque, qui est l'héroïne. Voilà, donc vouloir habiter un endroit inhabitable, ça provoque ce genre de choses. Voilà, donc et comme, bah, le réchauffement climatique, de toute façon, le réchauffement climatique finira par détruire, même les cultures de pavot. Donc ça se résoudra tout seul, on va dire, mais faut pas vouloir cultiver là où ça pousse pas ou là où il y a pas d'eau, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon on n'a que des plantes hostiles. Et là, on n'est plus dans la zone on est dans la zone hostile à la vie, voilà. Donc dans la zone hostile à la vie, on peut pas faire de bonnes choses. Dans la zone, de vie, on peut faire de bonnes choses et même aux frontières, on se rapproche de la mort, voilà, simplement. Et tout ce qui peut pousser dans cette zone intermédiaire, ce sont des plantes, finalement assez hostiles. Il n'y a pas beaucoup de plantes, bénéfiques, dont on pourrait faire l'agriculture, hein. Les cactus peut-être, les cactus, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent là où il n'y a pas d'eau. Donc voilà, c'est en gros, c'est la règle. Donc en gros, bah, la population humaine va devoir s'adapter à la zone habitable. La surpopulation doit se réguler d'elle-même et pas par des épidémies de virus inventés dans les labos, hein, avec à la clé, des faux vaccins. C'est pas comme ça qu'on régule la population, voilà. Donc ça passe par la voie de la sagesse, ça passe par le gouvernement, est-ce que les gens très amoureux et stables pourront faire des enfants? Les gens, moyennement amoureux et pas stables, bah, n'en feront pas, voilà. Et ça a besoin d'être géré tout ça, pour, tirer vers le haut, la population. Parce qu'aujourd'hui, bah, au Cameroun, une femme qui a 2 enfants, les gens se moquent parce qu'elle en a pas beaucoup. C'est 7 à 9 enfants par femme au Cameroun. Bah, ils peuvent parce qu'ils ont beaucoup de surface, beaucoup de forêts, ils peuvent encore détruire beaucoup d'environnement, et continuer comme ça pendant encore au moins 100 ans. Mais dans 100 ans, il faudra qu'ils arrêtent parce qu'ils auront détruit leurs forêts, ça sera plus possible. Ils ont beaucoup de pluie, ils ont beaucoup de voilà. C'est un terrain très fertile à la vie. Mais voilà, mais on peut pas faire ça en France, on peut pas faire ça, voilà. Donc à un moment donné, il faut que ça se régule. Voilà vers quoi on se dirige. Donc c'était un message, de conscience et de guidance technologique, sur, sur vers quoi on va et vers quoi il faut aller et quels sont les problèmes qu'on l'on va rencontrer. Voilà, c'est important et le premier problème qu'on va avoir, et ça c'est dit, c'est l'eau et la nourriture, ça va être le premier problème qu'on va rencontrer. L'eau, on commence à le voir, la nourriture, ça va venir avec. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir habiter là où il y a de l'eau et pas là où il y a pas d'eau. Voilà, et ça va réduire la population. Il va falloir l'accepter. Voilà, mais sur ce message, un peu, embêtant, on va dire, c'est pas, on n'a pas envie d'entendre ce que je viens de dire, bien sûr, moi non plus, j'ai pas envie de savoir, tout ça. Mais c'est important d'avoir conscience de la réalité, des difficultés, parce que c'est le seul moyen de s'adapter. C'est-à-dire, si vous connaissez votre futur et les difficultés du futur, vous allez vous organiser mieux que si vous l'ignorez tout le temps et vous vivez au jour le jour. Voilà. Parce que après ça vous tombe dessus, vous comprenez pas et puis c'est la révolution sociale et cetera, inutilement. Ça aggrave, la situation. Donc il vaut mieux aller dans l'adaptation, la sérénité, la sagesse, et avoir conscience de ce qui se passe dans le présent et dans le futur et connaître aussi, si possible, le passé, la vérité sur le passé et ça se passe mieux. Voilà. C'est la raison de mon message, c'est pour que chacun puisse, un peu plus comprendre, vers quoi on va et qu'est-ce qui décision il va falloir prendre pour, que ça se passe le mieux possible. Voilà, sachant que ça sera pas facile. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse souhaite, une bonne continuation et si vous êtes un génie, des maths, et de la science et ben, c'est l'électromagnétisme, qui est la voie du futur. Voilà. Allez, au revoir.